Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous, bienvenue à La Santé au-delà des mots. Cette semaine, je reçois Mme Anne Faux de Éléphant Chocolat. Éléphant Chocolat se spécialise en recrutement de personnel en éducation à la petite enfance depuis 2010. La discussion que j'ai aujourd'hui avec Anne rejoint plusieurs des enjeux qui touchent le réseau de la santé et en plus, une bonne proportion de la clientèle de Anne est composée de médecins. Cela est donc la recette idéale pour un entretien hyper intéressant. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Bien toi? Ben, ça va, un peu stressé. Ah non, ça va bien aller. Merci d'avoir accepté l'invitation. Là, vraiment, le balado, disons, la santé au-delà des mots, parfois on a l'impression de sortir des sentiers battus, mais là, on y est vraiment. Donc, puis j'ai bien hâte que tu me racontes ton parcours. On s'est parlé au téléphone il y a quelques semaines, donc évidemment, j'ai pris quelques notes pour pouvoir orienter la discussion. Puis, on va commencer par le début, donc. Parle-moi un peu de toi, de ton arrivée au Québec en 2007, à l'époque que j'ai retenu jeune maman, professionnelle, tout ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Sur le point de l'être. Quand on arrive en 2007, mon mari et moi, en fait, lui, il est dans le domaine il est ingénieur de formation. Exact. Et son entreprise en France avait décidé d'ouvrir un bureau à Montréal. Mm-hmm. Mais quand lui, il a eu l'information par rapport à ça, en fait, c'était juste une idée, mais on avait déjà, nous, de notre côté, la volonté de partir vivre à l'étranger. Mm-hmm. Et donc, moi, en parallèle, j'avais fait des démarches pour pouvoir trouver un emploi dans mon secteur d'activité qui était le luxe avant. Okay. Et on se dirigeait vers Dubaï. Donc, OK, quand même. au moment où... Oui, c'est ça. On est aux antipodes. Donc, en avril, on fait un voyage à Dubaï. Avril 2007, on fait un voyage à Dubaï. Je reviens avec une offre d'emploi et je pense que une semaine plus tard, on lui annonce que le bureau qui a ouvert à Montréal souhaiterait l'accueillir. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. On a pesé le pour et le contre et puis finalement, on a décidé de venir à Montréal. Et donc, l'aventure canadienne commençait à ce moment-là pour nous. Mais je me souviens que toute petite, quand je devais avoir 8 ou 10 ans, j'avais dit à mes parents que je partirais vivre à l'étranger et que j'irais vivre au Canada. Okay. Et en grandissant dans mon adolescence, je me suis dit non, mais c'est pas pour moi le Canada, il fait trop froid. Okay. Je vais pas supporter les températures hivernales. Et puis finalement, mon souhait de petite fille s'est réalisé et on est là depuis 18 ans. Donc, enfant, pas enfant, à ce moment-là, notre grand Maxime, il est né en 2009. Okay. Et avec Maxime, en fait, on a eu un tourbillon parce que moi, je considère que c'est à ce moment-là que mon intégration au Québec a démarré. Avant ça, c'était un petit peu plus compliqué.
parce que les gens sont très tricotés serrés ici. Il faut avoir étudié ensemble ou au moins travaillé. Puis, quand on arrive à trouver du travail, c'est pas si évident que ça. Et donc, mais quand on a eu Maxime, tout a basculé là. C'était une nouvelle vie, un nouveau départ pour moi au niveau de mon intégration au Québec. Toi, tu arrivais de la France, c'est ça? Non? Alors, c'est ça. On arrivait tous les deux. Mon mari est français, moi aussi, je suis française. Et on était à Paris. Et puis, on avait tous les deux cette envie de vivre et d'avoir une expérience à l'étranger. Moi, je parle plusieurs langues. Je parle anglais, l'espagnol, le portugais. À l'époque aussi, je comprenais bien et très bien l'italien, mais là, je l'ai perdu. Et donc, j'avais vraiment envie de découvrir d'autres cultures depuis ma tendre enfance. Et donc, c'était naturel pour nous d'avoir de se diriger vers une expérience à l'international. Mais dis-moi, à tout hasard, là, le Canada, pour toi, c'était le froid, mais quelles autres images avais-tu du Canada? Parce qu'on entend parfois des gens qui ne connaissent pas Montréal ou autres qui imaginent qu'il y a des orignaux en ville ou des choses complètement farfelues. Non, pas du tout. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, j'avais un peu comme... c'est pas le rêve américain, mais le côté vraiment ouverture d'esprit. J'avais possibilité ou plus de facilité pour pouvoir faire des choses, justement entreprendre. Donc, c'est vraiment cette idée-là que j'avais du Canada. Non, puis après, c'est sûr que on a quand même, on va à l'école, on a quand même une certaine forme d'éducation. Donc, on est conscient qu'il n'y a pas le caribou qui marche en plein Montréal, que les gens ne sont pas avec leur chemise de bûcheron à tous les coins de rue. Donc, non, c'est pas du tout cette image-là qui m'animait. Mais en grandissant, justement, je pense que j'avais dû voir un reportage sur le Québec et je m'étais dit, oh mon Dieu, il fait quand même hyper froid. Et puis en tant que Parisienne, je me disais, je pense qu'on va, vivre à l'étranger, ok, mais une autre destination. Et la destination m'a rattrapée. Je pense que c'est aussi peut-être une question de destin. Tout à fait. Mais en fait, la particularité de Montréal, moi, pour y avoir vécu, je trouve que c'est une ville qui est plus humide, entre guillemets, l'hiver. Moi, je trouve que le froid est plus tranchant là, que... Et plus perçant. Tout à fait, là. Donc... alors moi, c'est marrant parce que depuis qu'on y est, je trouve que quand je rentre à Paris pour le travail et qu'on est pendant la période d'hiver, justement, j'ai beaucoup plus froid à Paris qu'à Montréal parce que je trouve que le taux d'humidité est vraiment plus élevé. Bien plus élevé. Ouais. Donc, c'est ce que je dis maintenant, on s'est habitué. Ce qui est plus complexe, c'est la longueur des hivers, mais... quand on est bien couvert et qu'on ne se dit pas qu'on va faire la pin-up avec les talons hauts, ça passe très bien à Montréal en règle générale. Avant qu'on tombe peut-être dans le vif du sujet, si tu me parlais un peu de la vision ou de l'évolution de Montréal, toi, depuis que tu es arrivé, trouves-tu que c'est une ville où les choses s'améliorent ou les choses se détériorent ou globalement? Là, tu me lances sur un sujet un peu épineux. Je t'écoute. Parce que moi, je trouve que clairement, les choses se détériorent. Donc, si tu me tends cette perche-là, en fait, je pense qu'il fait toujours bon vivre et c'est pour ça que, de manière générale, les gens, un peu partout dans le monde, ils ont envie de venir à Montréal et notamment les francophones parce qu'on y parle français. Mais je te dirais qu'en termes de propreté, en termes de sécurité, comparativement à 18 ans quand nous sommes arrivés, c'est différent. Je vais te donner un exemple qui est simple. Quand nous sommes arrivés, ça nous arrivait de ne pas forcément prêter attention à fermer la porte de notre appartement à clé. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça fait 1 an avec mon mari qu'on a décidé d'installer alarme et caméra. Donc, il y a 18 ans, tu pouvais laisser... des paquets, il y a des gens qui livraient des paquets, ça pouvait rester 1 ou 2 jours, personne ne te volait. Aujourd'hui, il y a des vols, tu en entends partout. En plus, nous, on est sur le plateau de Montréal. Tu entends des bicyclettes volées, tu entends des poussettes volées, forme d'insécurité aussi, de plus en plus d'itinérance. Tout à fait, malheureusement. Donc, c'est un sujet, comme je disais tantôt, qui est épineux. Donc, non, nous, on a vu la ville changer. Par contre, c'est clair que si on compare avec d'autres endroits dans le monde,
ça reste quand même très sécuritaire, notamment pour des jeunes femmes, de pouvoir sortir sans se faire taquiner ou interpeller dans la rue et pouvoir se vêtir encore comme bon nous semble. Donc ça, c'est quand même un point positif. Il n'y a pas que du négatif, mais en termes d'évolution, oui, ça s'est pas forcément amélioré, non, au contraire. Tout à fait. J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Parle-moi de comment es-tu venu à fonder Éléphant Chocolat? Donc, alors, parce que là, tu parlais de l'univers du luxe, puis là, on est... Ah non, alors déjà, je vais expliquer ce que c'est. Alors, Éléphant Chocolat, Oui. c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement du jeune enfant à domicile. On travaille aussi maintenant avec des centres de la petite enfance. Donc, l'idée, au départ, il y a 15 ans, c'était de permettre aux parents d'avoir le contrôle, entre guillemets, sur l'éducation de leur enfant à la maison. Donc, en termes de choix d'horaire, en termes aussi de type de personnes et de type d'éducation. Et pourquoi ça m'est venu, c'est que quand Maxime, lui, il est né, il va avoir 16 ans en juillet, il y avait moins de garderies à Montréal, il y avait des CPE, mais il n'y avait pas forcément, déjà à l'époque, pas beaucoup de place pour les poupons. Mm-hmm. Et puis, il y avait peu de garderies éducatives privées. Donc là, c'est en grande émergence. Et il y avait surtout des garderies en milieu familial qui s'ouvraient sans grande... c'est pas de sécurité, mais il n'y avait pas forcément de suivi de la part du ministère. La seule réglementation qu'il y avait, c'est un maximum de... c'est comme une petite entreprise. On ouvrait une petite entreprise chez soi avec une personne à charge, avec maximum 5 enfants. Et ça pouvait être, c'était pas forcément délimité, 5 enfants de 3 ou 4 ans et un poupon ou 2 poupons. Non, ça pouvait être 5 poupons. Et c'est sûr qu'on a vécu des mésaventures avec Maxime assez intenses. Et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la dernière parce que il y a eu maltraitance. Mm-hmm. Et à ce moment-là, quand ça s'est produit, je me suis dit, mais comment font les gens Alors, on est pris au piège par rapport aux horaires parce qu'on nous impose des fermetures à 4 heures ou 5 heures de l'après-midi, alors qu'on a qui vont terminer justement à 5 heures, parfois plus tard. On n'a aucune visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas si les personnes ont leurs premiers soins. On ne sait pas si les gens ont fait aussi des formations en éducation, même si on pose la question. Des fois, on va nous dire oui, mais en tant que parent, puis jeune parent, c'est difficile d'aller exiger des documents. Et après cette mésaventure-là, j'ai eu une discussion avec mon père et ça a été comme une évidence de monter un service pour les parents, leur redonner une meilleure gestion de leur temps, avec une visibilité de ce qui pouvait se passer à la maison. Et puis, c'est sûr aussi que quand on est arrivé pour pouvoir revenir à la jeunesse des choses, moi, j'ai eu de la difficulté à trouver du travail. Dans le secteur du luxe, c'était quasiment impossible parce que c'est un milieu qui était en voie de développement et puis assez fermé. Et je me souviens souvent, mon mari, quand on échangeait, il me disait, il y a de la difficulté, oui, pour trouver du travail, mais tu as la possibilité, toi, tu as les compétences de monter un projet. Mais je disais, mais dans quoi? Et finalement, quand il y a eu ces événements qui se sont produits, ça a été vraiment une évidence. Et puis, un autre point, c'est qu'en tant qu'immigrant, à l'époque, je pense que c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, on nous demandait d'avoir une expérience québécoise. Moi, j'étais dans le secteur du luxe, mais je faisais du développement marketing et du développement commercial parce que j'ai un master dans le domaine. Et c'était assez compliqué de pouvoir se positionner sur des postes en marketing ou en développement commercial parce que j'étais pas d'ici. Okay. Donc, alors là, ça a été, mon mari me disait, monte ton projet, monte ton entreprise, tu as les compétences et les autres sont pas prêts à accepter ou ne voient pas encore, tu vas pouvoir le mettre à fond dans ton projet et c'est ce que j'ai fait. Quand même. Voilà. C'est drôle parce que tu racontes peut-être les épisodes malheureux avec ton garçon. Nous, on a vécu des choses similaires, mais nous, on avait des gardiennes à la maison. Oui, tu m'as dit, tu m'en avais parlé, oui. Puis il y a eu des petits enjeux aussi vers la fin, là. Nous, ça nous a en fait poussé à envoyer les enfants, si tu veux, à
à la prématernelle là, pour sortir de ce système-là de gardienne. Puis il y avait un autre enjeu. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un autre enjeu aussi. On pourra peut-être en parler tout à l'heure sur la rémunération aussi. Les gens sont pas toujours prêts à mettre une fortune sur, disons, une gardienne à la maison ou autre, mais ils s'attendent en contrepartie quand même à avoir quelqu'un qui a les compétences. Puis ensuite, peut-être que les attentes sont trop élevées de la part des parents parfois. Parfois, les gens veulent une gardienne qui fait aussi l'aide ménagère, les repas. Parfois, ça me semble que ça devient comme beaucoup, mais je sais pas. Ça devient beaucoup. Alors, c'est sûr qu'il y a une question de présélection qui est importante. Je ne sais pas si vous aviez été accompagné pour pouvoir trouver la Pas du tout, ressource. c'était bouche à oreille à l'époque. Là, alors, je ne sais pas que c'est la raison pour laquelle finalement il y a eu des enjeux, mais je pense que c'est important justement dans ce milieu-là d'avoir des références, mais pas juste de parents. Mm-hmm. Il y a plusieurs choses que tu as nommées là. L'enjeu de la rémunération. Oui, c'est un enjeu de taille parce que, et c'est aussi une de nos différences, c'est que les personnes qui viennent sont des professionnels du secteur de l'éducation à l'enfance. Ce ne sont pas des gens qui disent « Ah ben moi j'aime les enfants et puis j'ai vu ma tante ou ma mère s'occuper d'enfants, donc je peux m'occuper d'enfants ». Donc ce sont des personnes qui sont formées, éduquées. Pour certaines, elles ont un niveau universitaire qui leur permettent de travailler dans des familles. Et puis, il y en a d'autres qui ont un niveau universitaire qui va être justement parfait pour travailler en centre de la petite enfance. Donc, le parent, lui, doit être éduqué à se dire, effectivement, avoir quelqu'un à la maison, ça a un coût, parce que cette personne-là aussi, elle doit boire et manger. Tout à fait. Et donc, je ne vais pas... si dans ma tête, c'est la payer 6 francs, 2 francs 6 sous en se disant que finalement, elle est juste gardienne. Ben non, ça marche pas parce que c'est aussi tout l'enjeu des discussions qu'on a présentement, qu'on a eu avec la revalorisation des salaires des éducatrices en CPE qui aujourd'hui disent bien, puis on le voit, c'est un vrai métier qui requiert des compétences et des connaissances et qui a un impact énorme sur le développement des enfants. Donc ça, c'est un point. Et les parents, et notamment les parents médecins qui ont déjà beaucoup de charges mentales, n'ont pas besoin, ou je leur déconseille d'aller chercher par eux-mêmes parce qu'ils vont avoir du mal à trouver, d'autant plus aujourd'hui. Et puis, au niveau de l'exigence, hormis la partie ménage, parce que je pense que chacun a son métier, une femme de ménage, c'est une femme de ménage, il n'y a pas à dénigrer son travail, mais si on souhaite avoir quelqu'un qui va s'occuper d'un enfant, c'est normal d'avoir des exigences. Et souvent, dans notre milieu, moi, ce que je dis, c'est que, c'est ce qu'on dit à nos employés, on récupère les codes de la structure et on les apporte au domicile. C'est-à-dire que l'accompagnement à la parentalité, le développement moteur, cognitif de l'enfant, ça doit être important. Donc, il doit y avoir une planification au niveau des activités qui vont être faites avec beaucoup plus de souplesse dans le sens où l'enfant, il est dans son cocon et que s'il n'a pas forcément envie de dormir à 8 heures après avoir pris son biberon, c'est pas grave. Donc, c'est là aussi, c'est avoir cette flexibilité-là dont des parents, certains parents ont besoin et qui ne vont pas forcément avoir en structure parce que le cadre est quand même un peu plus, je vais en dire, régulier avec des temps à respecter. Et donc, ça ne convient pas à tout le monde. Puis, des fois, il y a des enfants qui sont malades. Des fois, il y a des enfants qui ne peuvent pas être tout simplement accompagnés en structure. Et c'est bon de se dire qu'on peut avoir un système équivalent en termes de qualité éducative à la maison. Okay. Mais c'est ça, c'est ce qu'on offre un peu chez nous, hein, la qualité éducative, la flexibilité qui est donnée. Et puis, on en reparlera tantôt, mais c'est vrai que les médecins, ils sont vraiment dans un cadre atypique au niveau des horaires, que le modèle du 9 à 5, 9 à 6 maintenant, c'est parfois compliqué. Et au-delà du modèle du 9 à 6, c'est aussi qu'est-ce que je fais quand j'ai un enfant qui est malade, qu'est-ce que je fais si moi j'ai une garde de nuit ou que je démarre plus tôt et que mon conjoint, lui, il ne peut pas gérer parce que lui aussi, il est médecin. Donc, tout ça, c'est vraiment des questions de logistique et d'organisation qui sont pensées. Et donc, nous, on le voit au niveau de
la clientèle, c'est pas par gaieté de cœur, c'est une question d'organisation et de bien-être de l'enfant, très souvent. Et puis j'imagine que toi, ça a été la même chose, parce que avoir quelqu'un, vous êtes tous les deux médecins, ta conjointe et toi, Exact. c'est une question je pense, vraiment de conciliation travail-famille que d'avoir quelqu'un à la maison. L'IM Santé est fière de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Disons qu'en fait, ça retouche un peu ce dont on entend parler dans l'actualité aujourd'hui. Moi, ma conjointe travaillait à temps partiel. On avait le luxe, entre guillemets, là, de pouvoir se permettre ça. Donc, moi, je travaillais en temps plein, mais moi, je connais des couples de médecins ou de professionnels où les deux travaillent à temps plein. Là. Je me dis, c'est vraiment pas évident. Là, où, par la force des choses, il y a beaucoup de gens qui sont monoparentaux. Donc, puis, tu parlais des enfants malades, là, quand moi, je suis chirurgien, mettons, là, t'imagines la scène où je suis en train d'opérer, la gardienne appelle, votre enfant fait de la fièvre, il faut venir le chercher. Moi, j'ai une collègue orthopédiste qui était prise là-dedans. Là, je veux dire, c'est comme... Il n'y a pas de solution, là. Je veux dire, tu es en train d'opérer, la garderie appelle, ton enfant fait de la fièvre. C'est un cauchemar, mais ça devient une source de stress... pour les parents, moi, je pense... En fait, le stress commence, tu me corrigeras parce que c'est toi l'experte, mais déjà, je pense que quand les gens envisagent d'avoir des enfants, déjà commencent à y penser, là, parce qu'on entend parler des pénuries de place en CPE ou autre. Puis là, finalement, quand la grossesse, puis finalement, c'est 9 mois, c'est relativement long, mais j'ai l'impression que ça apparaît finalement relativement court, ce 9 mois-là. Puis je me demande jusqu'à quel point ça vient pas un peu... ternir l'expérience de grossesse ou l'attente du bébé, là, de dire qu'on la mère qui envisage de retourner au travail, je sais pas, après 3 mois, 6 mois, ou peu importe, puis là, voit déjà les dates butoirs arriver, puis dire on n'a pas de place en garderie. Puis là, on voit que les gens s'affichent finalement sur les médias sociaux en disant on cherche une gardienne. J'imagine que si on est rendu à s'afficher sur Facebook disant qu'on cherche une gardienne, c'est parce qu'on a fait le tour de pas mal toutes les ressources. Oui. Donc, c'est une source de stress incroyable. Là. On arrive en dernière position et parce que les gens n'anticipent pas, il n'y a pas de planification. Et ça, c'est un point que j'avais évoqué. On avait discuté à un fonds là, qui accompagne les médecins. Au niveau de leur planification financière, puis je disais, c'est une éducation à faire, et même à l'école, parce que, en fait, souvent, les femmes vont se poser la question de la maternité en se disant, est-ce que je vais avoir ou pas un enfant? Est-ce que je vais réussir à gérer justement toute la logistique autour de l'enfant sans que c'est un impact sur mon activité professionnelle? Et ça devrait être discuté bien en amont pour qu'on puisse être en capacité d'accompagner la relève sans que ce soit une source de stress. Puis il y a une question que tu m'avais posée. Dans les hôpitaux aussi, il devrait y avoir, je saute un petit peu rapidement, il devrait y avoir des ressources, au-delà des ressources, des structures pour pouvoir permettre dans chaque hôpital, en fait, des structures pour accueillir les enfants du personnel hospitalier. Et on parle de médecins, mais c'est la même chose aussi pour les infirmières, et je dirais peut-être même plus parce qu'elles ont un salaire qui ne leur permet pas forcément d'avoir quelqu'un à temps plein à la maison. Donc, ce sont des questions
qui sont des questions de société et des questions de fond. Et je dirais que on y arrive tard parce qu'on ne pense que profession, on pense que pratique, mais quand l'horloge commence à frapper, si l'horloge frappe et que il y a un intérêt, une volonté de fonder une famille, ben effectivement, le stress arrive très très vite et ça ne devrait pas être le cas parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la femme ne devrait pas, et les couples ne devraient pas se dire soit je fais un enfant, soit je travaille. Et c'était la question qui était posée dans les années 90 ici. Nous, on n'était pas là, moi j'étais encore jeune, mais quand Pauline Marois décide avec son équipe au niveau du ministère de la Famille de monter, de mettre en place les centres de la petite enfance, c'est que la question effectivement de ce choix est de plus en plus présente parce qu'on a une problématique de natalité au Québec. En plus, au-delà de la problématique de natalité, on a besoin d'avoir toutes les forces vives sur le terrain pour pouvoir travailler et être au développement économique. Et les femmes font partie de cette équation-là. Donc, on leur dit, en mettant en place les CPE, vous n'allez pas devoir faire le choix entre maternité et travail. Donc, et c'est en ça que je trouve que le système des centres de la petite enfance, il est novateur et très bien pensé. Mais là où il y a une limitation, je dirais, c'est que ils n'ont pas forcément anticipé au niveau des gouvernements le boom de la natalité que ça allait engendrer. Et au-delà du boom de la natalité aussi, on est quand même dans un pays qui a besoin d'avoir une population migrante pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est sans compter les immigrants qui arrivaient et qui aussi allaient avoir besoin de services. Donc, pour leurs enfants. Donc, en fait, quand on y réfléchit et qu'on essaie de partir de la base, c'est encore et toujours une question de planification. Tout à fait. Mais tu parlais de la situation des hôpitaux. Moi, je pense que les hôpitaux ou le réseau de la santé ont été un très mauvais employeur historiquement. Là. Donc, de mon point de vue, donc on parlait des médecins, c'est une chose, mais si on recule il y a 25 ans, il y avait à peu près peu de femmes médecins. Donc, l'enjeu n'était peut-être pas là. Je pense que je ne me tromperais pas en disant qu'à l'époque, dans les années 70, 80, encore 90, c'est le médecin était de sexe masculin en grande majorité, avec probablement une conjointe qui était au foyer dans bien des cas. Là, donc, j'ai l'impression que la question ne se posait pas, mais la profession infirmière était essentiellement féminine. Là. C'était exceptionnel d'avoir un homme infirmier, moi, quand j'étais étudiant en médecine. Puis effectivement, il n'y a pas de garderie dans les hôpitaux. Là, puis là, aujourd'hui, on le voit, là, parfois, le fameux temps supplémentaire obligatoire, là, ça doit être un mot que tu entends souvent. Là, le TSO, là, ce serait beaucoup plus facile de demander à une infirmière de rester une demi-heure à 4 heures si elle savait que son enfant est dans la CPE, qui est dans l'hôpital, puis qu'elle ne va pas arriver, mettons, à 6 heures, puis se faire, là, je pose pas de jugement, mais le jugement accusateur de, c'est encore vous qui êtes la dernière, sans nécessairement le dire, là, mais dans le non-verbal, puis te sentir coupable d'arriver en retard ou autre, puis ça aurait été beaucoup plus facile, mais bref, ça n'a pas été fait, là, fait que... ça peut être... Non, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que ça ne sera jamais fait. OK, ouais. Voilà, je pense qu'il y a encore des ouvertures et on n'aura pas le choix que de réfléchir à des solutions qui vont permettre à des jeunes de vouloir s'enrôler dans la profession, que ce soit pour être infirmière ou même médecin, parce que ce qu'on entend depuis la fameuse loi qui est en cours de discussion pour les médecins, c'est qu'il y a de moins en moins de femmes qui se disent à quoi bon faire cette profession-là si on me demande de faire de la performance et de ne pas être sur du qualitatif, et que si jamais je suis sur du qualitatif, on va me couper dans mes sous. Et comme tu disais tantôt, ces questions-là, en fait, c'est encore... Tu sais, moi, j'ai eu le temps de réfléchir et je me disais, il y a eu, comme en France, au Québec, le numerus clausus, là où
on a décidé, par rapport à la densité de population qu'il y avait suffisamment de médecins, puis qu'on formerait un nombre restreint de médecins à chaque année. Sauf que là où on doit réfléchir, c'est que quand on voit que la population elle est grandissante, à quel moment on se repose pas la question de savoir si la densité de population est plus importante, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus de médecins? Et quand on voit que petit à petit, dans les facultés, il y a plus de femmes et de plus en plus de femmes qui décident d'embrasser cette profession-là, à quel moment on ne se pose pas la question de l'accompagnement en lien avec la maternité? Et le point crucial aussi, c'est que les femmes mêmes ne se sont pas forcément posé la question parce qu'au départ, elles sont... c'est comme si, c'est pas l'image de l'imposteur, mais un peu, on arrive là sur cette profession-là, on est déjà bien contente d'être médecin. Et puis, on veut faire finalement comme nos homologues masculins. Puis, ils fonctionnent très bien. Donc, nous aussi, on va fonctionner très bien. Sauf que la charge, elle est différente au niveau de la gestion et du quotidien. Tout à fait. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que là, c'est pas peine perdue, c'est vraiment des questions où il va falloir s'asseoir et se poser les bonnes questions afin de changer ce qui est aujourd'hui en place et notamment s'assurer que dans les hôpitaux, ça devrait être la norme, il y ait des centres de la petite enfance ou des structures qui vont accueillir les enfants du personnel, que ce soit à Montréal ou ailleurs, et que ce soit pour les enfants des médecins ou les enfants des infirmières et les autres membres du personnel hospitalier. Et puis aussi repenser les horaires. Parce que, alors l'idée, c'est pas forcément d'avoir une amplitude, puis je pense pas que les mères, elles souhaiteraient avoir leur enfant toute la nuit dans la structure. Mais si jamais on est sur une femme ou un homme d'ailleurs, monoparental, et qu'il n'y a pas d'autre choix que si on veut être au travail et gagner son pain, que d'avoir un enfant qui dorme sur place ou qui reste plus longtemps sur place, pourquoi pas? Donc, je pense que c'est vraiment des questions qu'il va falloir se poser et je suis convaincue, moi, qu'on n'aura pas le choix que d'arriver à des réflexions pour pouvoir donner envie aux gens de se dire je vais embrasser cette profession-là parce que je sais que derrière, il y a des solutions qui sont mises en place pour me permettre à la fois de travailler, mais aussi d'avoir une meilleure conciliation travail-famille. Mais tu parlais de la pénurie de médecins, là, ça fait l'objet de débats, là, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y en a peut-être plus au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, les médecins dans le réseau de la santé au Québec étaient perçus comme une dépense. Là, donc, puis on parle souvent du salaire des médecins, puis de la masse salariale des médecins, mais moi, j'ai commencé à pratiquer en 1997, puis à l'époque, justement, on disait la masse salariale des médecins est trop élevée. Alors, la solution qui avait été trouvée à l'époque, c'est d'offrir des plans de retraite aux médecins spécialistes. OK. Donc, les pousser vers la retraite. Écoute, c'est une vraie blague, là, mais écoute, donc, tu signais, là, je me rappelle pas des modalités de l'entente. Moi, je commençais à pratiquer, là, fait que je voyais ça avec mon regard de jeune, là, mais il y a des médecins qui signaient un plan de retraite, là, disant « Je m'engage à quitter le réseau de la santé le 1er septembre 1997. » Puis là, tu t'engageais à ne pas revenir. Tu n'avais pas le droit de recommencer à travailler. Puis là, on te donnait un certain pourcentage de ton... Je te donnerai un exemple. Peut-être on te donnait 50% de ton salaire des 2 dernières années, là, comme une espèce de fonds de retraite, chose que les médecins n'avaient pas, là, comme une prime de départ. Là, écoute, les médecins donc, ont signé ça, sont partis. Là, il y en a un mois après, on les rappelait. Là. Non, mais c'est incroyable. On disait, faut vous revenir. Mais c'est comme ça. C'est l'historique derrière ça, c'est de considérer que les médecins, c'est une dépense dans le réseau. Puis à l'époque, on disait, si on enlève tant de médecins de l'équation, c'était mathématique. Si on enlevait, mais je vais te donner un exemple à l'époque, là, je sais pas, en 97, disons, on aurait dit un anesthésiste gagne en moyenne 300 000 $ par année, disons. Ben, on disait, écoute, si on en enlève 3,
on vient de sauver 1 million. Non, mais c'est incroyable. Par contre, on ne pense pas aux personnes. Alors, si on enlève généralement 3 orthopédistes d'un coup, et ben là, on ne se dit pas comment on va faire pour Non, pouvoir non. opérer. Non, Là, tu parlais il en de... manque moins. Puis la pénurie, là, nous, on le voit en chirurgie générale. Nous, on est très, très nerveux là, à cause de l'âge moyen des chirurgiens, les intentions de retraite, certaines formes d'épuisement systémique dans le réseau. Là, il va manquer de médecins tout à l'heure, mais bref, ce sera... je sais pas, mais... Le numerus clausus, je le regardais, il a été arrêté en 2020 au Québec. Donc, ça veut dire que c'est quand même tout récent. Ça fait juste 5 ans. Ce qui veut dire que le temps qu'on va devoir prendre pour pouvoir former des jeunes médecins qui puissent arriver sur le marché, eh bien, ça va être assez long. Et au-delà de ça, si on commence à leur mettre la pression, et sachant qu'on est sur une majorité aussi de femmes, que ce soit, alors dans les médecins de famille, c'est clair, pour les médecins spécialistes, on arrive à tranquillement une forme de parité, il me semble. Ce sont des gens qui le disent. On va aller voir dans d'autres provinces où on sera mieux accueillis. Puis si c'est pas des autres provinces, on va aller aux États-Unis. Donc parce que et ce qui revient, c'est pas une question de rémunération, c'est une question de considération, de respect et surtout de qualité, parce que c'est une autre manière encore une fois de réfléchir et qui n'est pas mathématique. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention aux chiffres, c'est très important, mais pas comme en 97, là où ils décident de couper 3 spécialistes, leur dire surtout ne revenez pas parce que vous nous coûtez cher. Ça marche pas. C'était comme ça. Dis-moi, à quel moment est-ce que as-tu ciblé, disons, les médecins, femmes ou hommes comme clientèle? Ça s'est passé comment? Parce que je te parle, puis c'est comme si je parlais à un représentant syndical. Tu connais tous les dossiers. OK. Alors, ça s'est fait naturellement. En fait, on les a pas ciblés. Ils se sont ciblés eux-mêmes. C'est eux qui t'ont trouvé, disons? Exactement, parce qu'il y avait une demande. Et puis, ensuite, ça a été... le bouche-oreille aussi s'est installé. Et alors, moi, ce que je trouvais intéressant, et aujourd'hui, on a vraiment décidé de les cibler pour le coup, là, parce que, tu sais, on réfléchit, parce qu'on ne travaille pas uniquement avec des médecins, on a des gens aussi dans le domaine des affaires, on a eu des gens dans le domaine du spectacle, un peu moins aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est les affaires, la santé, et puis c'est ça, de manière générale. Des ingénieurs aussi. Mais ce que je trouvais intéressant et particulier pour la catégorie des médecins, parce qu'on nous rencontre de la même manière qu'on va rencontrer les personnes qu'on embauche, on va aussi être amené à rencontrer nos clients. Donc, on se déplace à leur domicile, on va voir qui ils sont, un peu leur environnement, s'assurer que ce sont des personnes qui sont bien et que l'employé va arriver dans un environnement où ça va être sain. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Nous, on voyait, enfin moi en particulier, je voyais leur vulnérabilité et c'est être médecin, c'est comme un peu un sacerdoce qui dit sacerdoce dit aussi cette vision d'avoir quelqu'un qui peut pas vivre des choses difficiles parce que cette personne-là, elle est dans le domaine de la santé, puis elle sauve, elle soigne. Donc, c'est comme si les médecins n'avaient pas de mots MAUX. Et donc, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de les accompagner parce que je me disais qu'il y a une vulnérabilité qu'elles ne montrent pas, ces femmes-là, de manière générale, parce qu'il y a un masque. Elles portent un masque en disant tout va bien, on est bien, ça c'est l'extérieur, mais quand nous on les rencontre et qu'on rentre dans la sphère familiale et dans leur intimité, c'est là qu'on voit la fragilité et dans la société, une femme qui est entrepreneur, par exemple, c'est normal qu'elle soit surmenée. C'est normal qu'elle puisse faire un burn-out. Mais une femme médecin, on ne se l'imagine même pas parce que elle, sa mission, c'est de soigner. Donc, tous les mots
qui sont récurrents, réguliers et communément acceptés dans d'autres professions, eh ben, je dirais pas moins accepté, mais c'est pas forcément vu pour deux raisons. La première, c'est que je pense de manière générale, en tant que société, on a comme des œillères et on se dit, ils sont là pour nous soigner, ils peuvent, entre guillemets, inconsciemment, on se dit qu'ils ne peuvent pas être malades. Et puis, deuxièmement, et ça, je pense que c'est le pire, c'est qu'il y a ce masque qui est mis où il faut toujours bien paraître pour pouvoir accompagner au mieux, et on ne doit pas montrer qu'on est vulnérable aussi, parce que sinon, ça va déstabiliser la personne qu'on a en face de nous, que ce soit un patient ou même un collègue. Et parfois, on a des gens qui vivent exactement les mêmes situations, mais ils ne s'en parlent pas et ils continuent à se drainer tranquillement, petit à petit, dans le trou. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important de la planification, c'est important de libérer la parole, c'est important que ces femmes-là soient entendues, accompagnées, écoutées. Et voilà la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de cibler en particulier les femmes médecins. Mais tu vois, une des raisons pour lesquelles les femmes offrent cette image, si tu veux, là, de solidité, puis parce que ce qui sous-tend tout le débat public au Québec sur la profession médicale, c'est le salaire. Puis souvent, on l'entend, mais parfois à mot couvert un peu, de dire « vous êtes bien payé, donc vous ne devriez pas vous plaindre » ou « je ne sais pas si tu l'entends » ou... Mais oui, bien ça sûr. se dit, là, tu sais, puis c'est comme sous-entendu, tu sais, faut pas faire de demande, faut pas être trop exigeant, là, vous êtes bien payé, là, donc... Bien sûr que je l'entends, et ça m'est même déjà arrivé de l'entendre de la part d'employés qui disent oui, mais ce sont des médecins, donc ils ont la vie plus facile. C'est pas vrai. Au final, ça reste des êtres humains qui vont vivre des difficultés comme n'importe quel parent, mais qui n'ont pas forcément droit de citer, parce qu'on s'attend à ce que, comme tu disais, comme le salaire est là, ils n'ont pas à se plaindre. Un enfant a des filles, on n'a pas à se plaindre. Une hypothèque qui est lourde, on n'a pas à se plaindre. Enfin, je veux dire, c'est ce côté, c'est vraiment ce côté comme, tu sais, on aurait tendance à mettre des prêtres ou des sœurs sur un piédestal en disant, eux, ils ne peuvent pas pécher. Eux, ils ne peuvent pas avoir de la difficulté. Mais non, au final, ça reste des êtres humains comme nous. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier là. C'est drôle parce qu'on parle de salaire, puis il y a des études, tu as peut-être déjà vu les liens entre les études qui font un lien entre le salaire puis la qualité de vie. Puis ça progresse, là, le souvenir que j'en ai, ça progresse jusqu'à environ 100 000 $ de revenus par année. Puis après, il y a à peu près plus de gains là, sur la qualité de vie. Donc, c'est quand même fou. Oui, parce que la pression va augmenter. C'est une question aussi de stress. Donc, il y a tout ça. Mais ça, les gens qui vont avoir peut-être des salaires un petit peu moins importants ou qui vont avoir une vision limitée de la chose ne vont pas forcément se poser la question. Et donc, ne vont pas voir l'envers du décor. Et moi, c'est ce qui est important au niveau de l'activité aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer l'envers du décor, puis de leur dire c'est correct si vous êtes vulnérable. Puis ça, c'est vrai que moi, ça m'avait choquée parce que j'ai l'habitude de les voir dans leur quotidien, ces femmes-là. Donc, du coup, comme nous toutes, aussi avec leur vulnérabilité. Mon fils est hospitalisé, le dernier, Paul, est hospitalisé il y a 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Il avait fait une chute et fracturé le fémur, donc il a été hospitalisé pendant 3 semaines à Sainte-Justine. Et puis, j'ai vu justement des chirurgiennes, des orthopédistes, et puis elles avaient ce masque. Et je me disais, c'est quand même fou. Alors, il y en a une, elle était, il me semble, maman, et puis l'autre pas. Mais c'était vraiment ce côté un petit peu très froid auquel
enfin, je veux dire, même si on est dans le milieu médical, le but, quand on arrive, c'est quand même d'avoir un minimum aussi de chaleur humaine. Là, souvent, quand on arrive à l'hôpital, c'est qu'on est dans une situation de détresse, pas l'euphorie, à moins qu'on vienne accoucher. Et même là, on est en situation de détresse parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est ça. Et puis, je me dis, en même temps, je le comprends parce que si on s'émeut de la moindre souffrance, à ce moment-là, on s'effondre aussi. Donc, c'est important d'avoir cette distance. Et je réfléchissais, je me disais, mais ça se trouve, un jour, je vais avoir l'une d'entre vous qui va nous contacter pour des services, puis je vais voir que votre quotidien, il est chaotique, puis vous allez vous effondrer comme toutes les autres, finalement, où justement, tu disais, la garderie appelle, il faut venir chercher votre enfant qui est malade. Là, c'est l'éducatrice, elle est partie, où on doit la remplacer, où elle veut, elle retourne chez elle, peu importe. Qu'est-ce que je fais? Vous comprenez bien que là, mon monde est en train de s'effondrer. Je n'ai aucun backup. Ça, c'est ça. Mais à l'hôpital, je pense les médecins, d'une certaine façon, on joue toujours un peu un rôle face aux patients, mais face au personnel, face aux résidents, aux étudiants. Mais pourquoi? Ça nous est un peu enseigné comme ça aussi, je pense. Comme le souvenir que j'en ai, moi, de la faculté de médecine, là, dans les premiers cours, c'est vraiment la différence entre empathie et sympathie. Puis, puis tout de suite, là, de mettre la sympathie de côté, là, parce que c'est trop dangereux. Là, Puis j'avais fait un balado avec un collègue radio-oncologue français, puis il me racontait, lui, en début de carrière, vraiment, il avait développé des liens de sympathie avec une jeune femme qui avait de souvenirs. C'était un cancer du col de l'utérus, là, puis ça l'avait comme trop affecté. Là, puis c'est la dernière fois. Là, donc, mais c'est sûr que ça peut. Encore là, ça justifie pas d'être froid. Là, c'est deux choses différentes pour moi. Là, donc, on peut être chaleureux, mais en démontrant toujours de l'empathie. C'est ça. Mais je voulais t'entendre aussi sur. Tu as parlé un peu certainement plus des femmes médecins que des hommes médecins dans ta clientèle, quand je t'écoute. Puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'occasion un sentiment de culpabilité, là, notamment en raison des horaires chargés ou des absences? Oui, c'est énorme, le sentiment de culpabilité, parce que, alors il y a le sentiment de culpabilité, et puis parfois, il y a un autre sentiment qui se développe, parfois aussi un sentiment de jalousie envers la personne qui est physiquement présente et qui prend le relais auprès de l'enfant. OK, quand même. Parce que il y a certains moments, surtout quand l'enfant est tout petit, il y a certaines étapes qui ne sont pas forcément vécues. Donc, on a de la culpabilité, on a de la frustration, parfois aussi de la jalousie, parfois des questions en lien, est-ce que mon enfant va plus aimer l'éducatrice, la gardienne ou la ressource que moi? Donc ça, c'est des questions qui vont revenir de manière assez récurrente, surtout pour un premier enfant. Pour un deuxième, là, il y a déjà, on est un peu plus aguerri, mais le sentiment de culpabilité de ne pas forcément être présent est très fort. Et donc, du coup, on bascule parfois dans un autre extrême, qui est que quand on est présent, en tant que parent, on n'a pas forcément envie de frustrer son enfant, donc on ne lui dit jamais non. Et des fois, à la maison, c'est aussi problématique, parce que l'enfant va avoir une attitude envers l'éducatrice, la gardienne, ça va parfaitement fonctionner. Et dès qu'il va y avoir la maman ou le parent, ça peut être aussi le père, là, l'enfant est complètement fou et va faire des demandes qu'il ne faisait pas en temps normal à l'éducatrice. Donc, c'est tout ça et c'est difficile pour le parent, ou surtout particulièrement les mères, là, de porter cette culpabilité, et d'où l'exigence. On parlait d'exigence tout à l'heure, d'avoir des personnes qui sont
formées dans le domaine de l'éducation à l'enfance parce qu'elles vont pouvoir être en capacité de déconstruire plein d'idées reçues de la mère ou du père parfois, mais c'est majoritairement les mères, et de les accompagner à mieux vivre en fait la séparation avec l'enfant pendant qu'elle travaille, et donc justement enlever ce sentiment de culpabilité. Et donc il y a des sphères de communication en disant que de toute façon l'enfant il reconnaît son parent. De toutes les façons aussi, je veux dire, on peut pas être partout et c'est un choix. Donc à partir du moment où le choix a été posé, voilà, c'est en pleine conscience, et le parent ne devrait pas non plus se sentir mal de faire ce qu'il fait. Et puis, l'exigence d'avoir quelqu'un, pas forcément parfait à la maison, mais qui connaît très bien son métier, et qui fait que le parent, la mère, ne va pas se dire « j'ai laissé mon enfant avec quelqu'un d'incompétent », et donc pas avoir à appeler toutes les 5 minutes en disant « est-ce qu'il est bien ?» Ça, c'est extrêmement important. À partir du moment où, même s'il y a ce sentiment de culpabilité, on est loin, on n'est pas présent, on aurait voulu faire autrement, on sait que l'enfant est en sécurité. Et au-delà de la sécurité qui va bien se développer sans son parent sur le plan éducatif, cognitif, moteur, langagier, etc., à ce moment-là, c'est clair que ça enlève une grosse pression du côté du parent. Et ça, nous, on l'a très bien compris. Et on fait attention au niveau des ressources qu'on va, particulièrement attention, je dirais même, des ressources qu'on va embaucher pour prendre le relais auprès des enfants. Mais dis-moi, est-ce que, compte tenu de cette clientèle-là, est-ce que clientèle donc éduquée, je présume relativement exigeante, est-ce que c'est la source de conflit avec tes éducatrices ou... De manière pas, parce que nous, on s'assure aussi en amont d'avoir des gens qui comprennent les enjeux et qui sont aussi extrêmement professionnels. Donc, j'ai pas cette problématique, moi, à l'interne, où on a des gens où ça crée du conflit. Quand il y a un sentiment de jalousie, pareil, c'est dégoupillé assez vite. Parce qu'on redonne à la mère sa place de mère et qu'on lui dit que dans tous les cas de figure, l'enfant il reconnaîtra quoi qu'il arrive son parent. Donc ça c'est pas un enjeu, mais ça a été identifié. Et pareil pour la culpabilité, et avoir des gens qui sont pas formés, qui comprendraient pas. Oui, là effectivement, ça aurait pu créer des problématiques, des enjeux. Mais pourquoi je comprends pas? Non, là on est dans la psychologie. Puis les personnes le comprennent très bien, arrivent à se mettre à la place du parent et de ses inquiétudes. Et donc, voilà, il y a ce côté vraiment altruiste aussi qui est très important pour nous et qui fait que non, on n'a pas ces problématiques-là de conflit, bien au contraire. Par contre, c'est clair que quand on a des parents qui sont très exigeants, on va avoir un peu des remontées, et puis on va faire aussi un travail au niveau des parents en leur expliquant que il faut savoir parfois doser, mais c'est jamais très problématique. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un client ou une cliente qui a 2 enfants, ou disons plus qu'un enfant? Est-ce que déjà les attentes des parents ou l'attitude s'est modifiée avec un 2e ou un 3e enfant, puis plutôt qu'avoir ce qu'on appellerait au Québec un enfant roi, là, tu sais, donc... Okay. Alors peut-être une question délicate. Alors moi, c'est pas là où je mettrais le curseur. C'est pas par rapport au nombre d'enfants, je dirais que c'est par rapport à l'expérience du parent dans un cycle d'avoir du personnel à la maison. Et je pense que tu aurais pu t'identifier. C'est-à-dire que si, admettons, tu n'avais pas eu de place en préscolaire pour ton dernier ou ton avant-dernier, je ne sais pas avec qui il y a eu le souci, et que tu avais été obligé d'avoir une ressource à la maison pour pouvoir concilier travail et famille, alors à ce moment-là, tu aurais eu un regard doublement, je dirais pas inquisiteur, mais tu aurais posé des questions que tu n'aurais pas forcément posées lors d'une première rencontre avec la première dame que tu as eue ou la deuxième, j'en sais rien. Donc, moi, ce que j'identifie, c'est que le parent qui n'a jamais eu d'expérience de garde à la maison va être beaucoup plus à l'écoute, il va nous faire confiance, va avoir moins de, justement, de mise en... Enfin, il va être... plus flexible au niveau de ce qu'il peut attendre parce qu'il ne sait pas encore. Donc, nous, on va l'aiguiller beaucoup plus facilement. Okay. Un parent qui, au-delà du fait de ne pas avoir eu de l'aide à la maison et que c'est un premier enfant, alors là, moi, j'adore parce que comme on sait le type de qualité de ressources qu'on amène, eh bien, il va toujours nous remercier parce que l'expérience, elle est toujours fabuleuse, parce que la ressource, elle va probablement en faire plus. Et puis, elle connaît son métier, surtout avec un nouveau-né. Là, on a des profils qui sont assez spécifiques. Donc, ça, c'est souvent gagnant. Mais ceux qui sont compliqués, ceux qui sont difficiles, ce sont ceux qui ont eu des difficultés avec une gardienne ou une éducatrice par le passé et qui ne veulent pas réitérer, pas l'expérience, mais qui ne veulent pas se retrouver de nouveau échaudés. Donc, alors là, on va avoir des listes, on va avoir plusieurs questions, il va falloir les rassurer. C'est vraiment là, montrer patte blanche. Donc, c'est pas tant, parce qu'en plus, souvent, on se dit, à partir du moment où nos employés sont formés dans le milieu, c'est comme une éducatrice qui va prendre en charge 6 ou 8 enfants dans son groupe. Donc, c'est quelqu'un qui connaît son travail, elle va pouvoir être en capacité vraiment de s'organiser, de planifier ses journées avec les enfants. Ça, c'est pas une problématique, mais c'est vraiment le degré de confiance du parent et puis et puis souvent quand c'est un choix parfois contraint et qui se dit j'ai vraiment pas le choix, je le fais, mais si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Des fois, quand on identifie ça aussi, on laisse le temps aux parents pour justement qu'ils prennent le temps de réflexion avant de se lancer de nouveau dans un processus d'avoir quelqu'un à la maison parce que c'est jamais bon ni pour lui ni pour l'enfant, parce que l'enfant va sentir les craintes de son parent et encore moins pour la ressource qui va se sentir épiée ou même remise en question à chaque étape de ce qu'elle peut faire ou planifier dans la journée. Donc, et ça, on arrive à le décoder assez vite lors des premiers échanges avec les parents. Quand même. Mais si je comprends bien, les parents sont passés en entrevue aussi, là. Donc, est-ce que tu refuses des clients ou... Ça nous est déjà arrivé, c'est rare, mais parce qu'on est vraiment dans une relation d'aide. Ils ne sont pas en entrevue, mais... Ils sont rencontrés. Oui, c'est important parce que c'est pas à sens unique. La personne, quand elle arrive et pour pouvoir travailler et sentir à l'aise, il faut qu'on s'assure, nous, que l'environnement est sain, comme on disait tout à l'heure, qu'il va y avoir aussi une communication qui va être fluide. Et puis, c'est pour le parent aussi, c'est important. Et
alors du coup, je rebondis sur ça parce que ça amène la question du jumelage. Donc, l'idée, c'est pas juste de prendre une ressource et dire, ben voilà, c'est quels sont vos principes d'éducation, qu'est-ce que vous valorisez, qu'est-ce que vous rejetez en termes justement, encore une fois, d'éducation et les personnalités avec lesquelles vous matchez bien de manière générale. Et puis ça aussi, on va voir si c'est quelqu'un qui est très, très volubile, qui a le verbe haut, eh ben, on ne va pas la mettre dans une famille où l'environnement est quand même un peu plus calme et régulé. Donc ça, c'est notre travail justement d'identifier. Donc on est obligé de rencontrer les gens, c'est très important pour pouvoir s'assurer qu'on fait le bon jumelage de part et d'autre. Voilà. On se retrouve sur un pont, puis on se rejoint sur ce pont-là. Si on n'arrive pas à se rejoindre, ça ne marchera pas. Et pour bien comprendre, tes éducatrices sont québécoises ou sont étrangères, françaises ou Les deux. OK. Les deux. Alors, c'est québécoise locale et puis aussi française. Donc, on va faire du recrutement aussi en France. C'est pour ça que je te disais de temps en temps, plus que moi. Moi, je vais être amenée à voyager pour pouvoir rencontrer des ressources en France qui ont envie de venir travailler au Québec sur un temps donné. Ça peut être 1 an, 2 ans ou plus, si affinité. Donc, on fait à la fois des recrutements locaux avec des personnes qui sont sur place. Ça peut être aussi des immigrants. À l'époque, on travaillait beaucoup avec des femmes immigrantes qui venaient d'arriver. Donc, on avait beaucoup de partenaires de centres d'accompagnement en immigration. Et puis, avec la pénurie de main-d'œuvre qui s'est installée dans les CPE, dans les garderies, au départ dans les garderies privées éducatives et puis après dans les CPE, nous, on a perdu aussi une partie de nos ressources qu'on recrutait localement et on a commencé à regarder un petit peu pour recruter à l'extérieur, mais uniquement en France. OK. Mais si tu as une cliente, disons une femme, mettons le pire scénario, là, une femme médecin monoparentale qui travaillerait, on va dire, 50 heures par semaine. OK. Toi, tu vas t'ajuster comment? Ça va être une seule éducatrice ou deux? C'est une question très technique, là, mais... Ça va dépendre comment sont réparties les 50 heures dans la semaine. Puis je te dirais, je pense même pas qu'une femme monoparentale travaillerait 50 heures dans la semaine. Okay. Elle le ferait probablement pas. Nous, ça nous est déjà arrivé. Et en fait, ça nous est déjà arrivé d'avoir des femmes médecins monoparentales. Alors, quand on est sur un tout petit, puis c'était il y a quand même plusieurs années, il y en a certaines qui ne pouvaient pas prendre un congé parental de la durée d'1 an parce que financièrement, c'était pas viable, elles ne pouvaient pas se permettre. Et donc, c'est sûr que on arrivait, c'était vraiment, on jonglait, tu as l'impression d'être un équilibriste. Et donc, le but, nous, c'est de dire à la personne qui va être ressource, qu'il faut qu'elle soit vraiment flexible. Il faut qu'elle soit, en fait, finalement, la deuxième paire de bras que la maman n'a pas. Donc, si c'est resté plus tard la nuit, c'est resté plus tard la nuit. Si c'est commencé plus tôt le jour, c'est commencé plus tôt le jour. Donc, c'est vraiment essayer de suivre un horaire. Donc, l'idée est d'être à l'écoute du planning qui va être de toute façon changeant. Mais ce qui est bien chez les médecins, c'est que, alors c'est changeant, mais on a quand même un planning fait pour plusieurs mois. Donc, ça permet finalement d'anticiper et de donner suffisamment de temps à l'avance un horaire aux ressources. Donc, une femme monoparentale, oui, ça nous est déjà arrivé, mais on n'en a pas. C'est pas deux. On n'en a pas, surtout avec un enfant. C'est souvent une personne. Puis, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elles arrivaient à s'arranger avec des collègues ou pareil, la hiérarchie en expliquant leur situation. Donc, on n'a jamais dû mettre 2 personnes sur... Parfois, ça nous est déjà arrivé s'il n'y a jamais un remplacement ou qu'une personne était... l'employé ressource est malade, d'avoir une personne qui seconde pour pouvoir remplacer, éviter d'avoir un bris de service. Mais en même temps, là, non.
C'est intéressant Est-ce parce que que... t'en as beaucoup de des mamans monoparentales qui travaillent 50 heures par Non, non, semaine? ben, c'était le pire scénario là, que je présentais, Ok. mais je pourrais imaginer, il y en a qui travaillent quand même pas mal, ou encore, parce que le point que j'allais faire, c'est que tes employés se retrouvent finalement à l'occasion dans la même situation dans laquelle peuvent se retrouver des employés du réseau de la santé, en ce sens que j'imagine la femme médecin qui est retenue par une urgence à l'hôpital, qui devait arriver à 4 heures, qui appelle pour dire finalement je vais arriver à 6 heures. Ça doit arriver assez régulièrement, j'imagine. Alors oui, ça arrive assez régulièrement, mais pareil, elles sont prévenues, puis elles savent que l'horaire peut changer, donc c'est pour ça que la flexibilité est C'est de mise. importante. Oui, c'est ça. Mais de manière générale, dans nos ressources, on n'a pas de maman, OK. ok? Donc, ce sont plutôt des jeunes femmes qui ont entre 25 et 35 ans et max. Et donc, elles ne sont pas elles-mêmes mères de famille. Elles ont un conjoint pour certaines, mais elles n'ont pas le poids de gérer et de jongler. D'ailleurs, elles ne le feraient probablement pas parce que l'horaire du personnel hospitalier est beaucoup trop changeant et donc quasiment incompatible avec une conciliation travail-famille si ce sont elles qui devaient justement prendre le relais, à moins d'avoir le conjoint qui, lui, a beaucoup de flexibilité. Donc, voilà, on a anticipé ça. Non pas qu'on va discriminer des mères de famille, on a eu par le passé, mais souvent, alors, c'était des mères qui avaient déjà des enfants un peu plus grands. Puis, tu parlais de culpabilité tantôt. Souvent, ça va être une question de la femme médecin ou du couple en disant, non pas qu'ils ne veulent pas avoir des femmes qui ont des enfants, mais la question qui se pose, c'est de dire, je me sentirais mal à l'aise, moi, de devoir demander à quelqu'un de rester plus tard si cette personne-là est elle-même mère de famille, parce que le but, c'est pas qu'elle prenne soin de mon enfant et pas du sien. Oui, effectivement. Donc et ça, c'est quand même assez, au-delà de la pertinence, c'est pas dans tous les corps de métier qu'on va retrouver cette sensibilité-là par rapport à ce que peuvent vivre les employés qui s'occupent qui prennent le relais auprès des enfants. Donc, juste pour te donner un exemple, je ne sais plus dans quel secteur d'activité cette femme-là travaillait, mais elle était pas du tout médecin, mais elle me disait, moi elle venait d'accoucher, c'était le 3e enfant, puis elle disait, moi j'aimerais avoir quelqu'un tant d'heures par semaine, je crois que c'était au-delà de 40 heures par semaine, puis il faut que la personne elle puisse faire des ménages, il faut qu'elle puisse donner à boire, donner de l'eau aux plantes, nettoyer la piscine, nettoyer le barbecue. Je dis, mais attendez, madame, c'est pas compatible avec ce que nous, on propose. Puis l'amplitude horaire est bien trop importante. Est-ce que ça varie d'une semaine à l'autre? Elle dit non. Et puis elle dit, mais moi, je le fais bien, moi. Je dis, mais vous êtes la mère. C'est un choix. Vous avez décidé d'avoir des enfants. Donc, ce côté... c'est comme si la société devait être responsable à 100% de son choix d'avoir 3 enfants et d'avoir la piscine, le barbecue à nettoyer, donner à boire aux plantes. Oui, c'est se lever la nuit, mais déjà en tant que mère, oui, c'est les parents, les conjoints aussi, se lever la nuit pour prendre soin des enfants et non pas se dire que c'est automatiquement une tierce personne. Et on n'a pas ça il y a un souci, c'est ça, je trouve qu'il y a un souci, il y a un respect d'autrui qui est parce qu'elles le vivent, en fait, elles vivent la pression. Okay. Elles vivent, elles ont aussi ce sentiment de culpabilité, donc elles ont cette sensibilité du coup de pas faire subir aux autres ce qu'elles subissent déjà elles-mêmes. Ouais, quand donc, même. Même en étant extrêmement exigeantes. Alors je dirais pas que c'est 100% des femmes médecins, là, mais c'est quand même une bonne partie. Quand même. Écoute, Anne, on approche la fin peut-être avec l'expérience que tu as. Là,
y a une jeune femme qui t'écoute aujourd'hui, là, qui veut se lancer en affaires, là, puis qui dit, mon Dieu, c'est inspirant comme modèle, là, est-ce qu'il y a des choses, des conseils que tu donnerais ou des choses que tu disais de faire, ne pas faire, ou ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un balado complet, j'imagine, mais... Ça pourrait faire l'objet d'un balado complet. Alors moi, déjà, j'ai eu la chance d'avoir des parents, et notamment un papa qui m'a dit, qui nous a toujours dit à tous les trois, j'ai 2 grands frères, que notre seule limitation, c'est nous-mêmes. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai eu la chance aussi d'avoir un mari qui m'a toujours soutenue, encouragée, poussée pour pouvoir entreprendre. Et j'ai fait des études. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire des études pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Je dis juste que c'est important quand même d'avoir des notions en comptabilité, des notions en finance, des notions en marketing, des notions en commercialisation, tout ça, pour pouvoir se lancer. Puis, je pense qu'il faut aussi être bien entouré et se poser les bonnes questions en termes de plan d'affaires. Puis, se dire aussi que si on a vraiment une idée et que le projet, une fois qu'on l'a mis sur papier, là, c'est viable, même s'il y a des portes qui se ferment, de ne jamais se décourager. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance à se décourager assez vite et à se dire « Ah ben non, ça ne marchera pas parce qu'un tel m'a dit ». Mais un tel, c'est une porte qui se ferme, ce n'est pas toutes les portes. Donc, je pense que c'est aussi... c'est ça, moi je dirais aller dans la persévérance, être outillé au départ, puis avoir cet état d'esprit que au final c'est une question de volonté, là rien n'est impossible, mais il faut se donner, voilà, c'est une question de travail. Une question de travail parce que ça ne va pas tomber du ciel. Exactement. Voilà. L'entreprise que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle est comme tu l'imaginais lorsque tu l'as créée ou Alors, c'est très intéressant. C'est une super bonne question. Alors, moi, quand j'ai monté Éléphant Chocolat, j'avais 30. J'allais sur 30 ans. Non, ça, j'avais 30 ans. Donc, j'étais quand même jeune encore et assez inexpérimentée. Donc, tu sais, quand tu es plus jeune, tu as une forme d'insouciance qui te porte et tu te dis, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Puis moi, avec l'éducation que j'avais reçue, je me disais, je me posais pas 1000 questions, je fonçais. Donc, j'avais pas d'idée préconçue en me disant, voilà, même si j'avais un plan d'affaires, je me disais pas, je voyais ça très très loin dans 10 ans. Je sais même, je me posais pas ces questions vraiment là, mais je suis quand même hyper fière là de ce que j'ai accompli à date, et pas en lien avec un chiffre d'affaires, mais en lien avec les personnes qu'on a accompagnées, que ce soit des familles ou même des personnes qu'on a pu accompagner de la France pour venir s'installer ici, qui sont aujourd'hui, pour certains, citoyens canadiens. Donc, c'est vraiment se dire qu'on a réussi, enfin que moi, à mon petit niveau, là, j'ai réussi à faire une différence dans la vie des gens sur le plan de leur bien-être, de leur développement personnel. Et puis voilà, et puis la prise en charge de ces enfants-là qu'on a aidés, c'est ça. C'est fantastique. Donc ça s'appelle Éléphant Chocolat, donc c'est facile à trouver en ligne. Je mettrai les liens sur les notes de balado. Puis écoute, il y a une petite baguette magique dans mon balado, quoi, donc la baguette. Donc moi je te tends une baguette virtuelle, puis je te laisserai changer une chose dans les réseaux de santé aujourd'hui par magie. Ce serait quoi? Ah oui, effectivement. Alors moi, ce que je pense qui serait hyper important, c'est d'outiller les gens, puis de la prévention. Et je m'explique. Je pense que dès le plus jeune âge, à l'école, tu sais, il y a les formations de premiers soins, premiers secours, quand tu es dans le domaine de l'éducation, de la santé, ou quand tu es en lien avec des personnes qui sont vulnérables. Et je pense que tous les enfants, dès leur plus jeune âge, devraient faire ces cours de premiers soins-là. Ça devrait, et puis même adultes, parce que
tu sais pas quand tu tombes. Tu peux tomber en fait sur une situation difficile, puis tu es tétanisé parce que tu sais pas quoi faire ou que t'as pas les connaissances. Alors le but c'est pas d'en faire des médecins ou des infirmières en herbe, mais c'est de donner accès à ça. Et puis un autre point, c'est aussi la prévention. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment, en tout cas à mon sens, il n'y a pas suffisamment de prévention. Et je vais donner un autre exemple. C'est que, tu sais, mes parents qui sont dans le milieu de la santé, retraités maintenant, mon père, il a fait un AVC l'an dernier, mais il a réussi à savoir que c'est pas juste dans son corps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il avait perdu l'usage de la parole au moment où ça arrive, mais ça a duré, la perte d'usage de la parole a duré, je pense, 5 minutes. Mais il serait rentré à la maison en disant bon bah c'est pas très grave, j'ai perdu la parole, sans savoir, je pense qu'il serait plus là aujourd'hui. OK. Mais le fait d'avoir été dans le milieu de la santé, puis d'avoir baigné dans cet environnement-là, il a su interpréter les signes et prendre les bonnes actions pour pouvoir se dire, il faut, là c'est une situation d'urgence. OK. Même si j'ai retrouvé l'usage de la parole au bout de 5 minutes, et effectivement, il faisait un AVC. Donc, il a été pris en charge tout de suite. Donc, je pense qu'il y a cette notion de prévention qui n'est pas suffisamment présente. Dès le plus jeune âge. Et puis, les premiers secours, là, aussi. Parce que quand notre fils, quand il a fait la chute, puis qu'il a eu la fracture du fémur, ça, c'est une question que ma fille, elle m'a dit, mais, parce qu'on a 3 enfants, Maxime, Marianne et Paul. Ça lui dit, mais si j'avais eu une initiation premiers soins, peut-être que j'aurais pu leur assurer différemment, peut-être que j'aurais pu... donc, c'est quand tu es face à la problématique que tu dis si j'avais su. Mais non, on devrait être en capacité d'outiller très tôt les enfants, qui sont en plus à cet âge-là hyper... ouverts, ils sont des éponges, donc demandeurs d'informations. Qui sont utiles que ce soit pour eux ou les autres, avoir les gestes qui sauvent, c'est bon ça. Donc ça, ce serait ça, mais j'ai 2 baguettes magiques. C'est très bien, c'est très bien. Très bon choix, mais je suis d'accord avec toi, ça rejoint ce que certains disent au niveau de la littératie en santé aussi, si on a éduqué mieux les enfants aussi, à d'autres égards aussi, sur les saines habitudes de vie ou sur le risque lié aux écrans, il y aurait peut-être plein de choses qu'on pourrait faire en amont, plutôt qu'être... Tu vas m'inviter